Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Casquette Verte. Casquette Verte, alias Alexandre Rouchex, va partager avec nous aujourd'hui son projet d'aller-retour sur l'Ecotrail Paris, soit 160 km avec un départ et une arrivée à la Tour Eiffel. Je suis allé à la rencontre d'Alexandre à quelques minutes de son départ pour échanger avec lui avant de le retrouver dimanche matin chez lui à l'issue de la course. Mais je ne vous en dis pas plus. Alexandre va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique au nom très énigmatique, Liartossé Ecotrail. C'est moi, je cherche Casquette Verte. Bonjour monsieur, tout à fait, c'est ici. C'est plus loin C'est ici, c'est au ici. fond à gauche. Bonsoir. Très, très joli micro foufoune. Ouais, je sors jamais sans un microphone. Ça va bien? Ouais. Ouais. Il fait beau. Ah bah, a priori il a plu pendant que j'ai fait une sieste, donc Bon là, timing. j'espère juste qu'il va plus pleuvoir. Regarde, le ciel a l'air... je vois des étoiles. Ouais. Je On voit la pas de Tour Eiffel nuages. qui scintille aussi quand même. Ouais, mais on a vu les touristes un peu trop dénudés qui se prenaient en photo devant, c'était pas mal. Parce qu'on est trop dénudé. On n'est jamais trop dénudés. Ah non, ouais. Là, je pense que je vais avoir chaud. Moi. Là, il fait hyper chaud là. Là, il fait bon. Ça, c'est ta voiture? Ça, c'est la voiture de ce soir. Ok, d'accord. C'est notre camping-car. Ok. Après, on va voir à quel point ça va être gras ou pas. Quoi. Parce que, bon, Il disait là, Jérôme de l'Ecotrail là, que j'avais tout à l'heure, là, il disait que quand même, globalement c'était sec quoi. Bah, normalement c'est sec, hein, parce que nous on y est passé dimanche, avec une sortie Salomon en groupe. Ouais. C'était humide mais c'était pas gras. Et là il a reflotté une fois cette semaine, même pas, il a fait beau donc ça a dû sécher vite fait. Et là il est tombé, j'ai pas vu ce qu'il est tombé. En fait. Il y a plu tout à l'heure à 19-20h. J'ai eu l'impression qu'il y a un orage, non? Après, c'est qu'une impression. Pas vraiment l'orage. Non, j'ai rêvé en fait. Là t'as la trace sur le téléphone là? J'ai la trace là. Le téléphone il est sur le pardon, normalement ça devrait suffire. Moi je pense que je vais me paumer un peu, hein, je me connais. Mais en vrai c'est un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure, parce que je me dis putain je vais avoir peur cette nuit. Tu sais genre un peu l'ambiance tout seul dans la forêt, 2-3 moments. Je me dis il y a plein d'endroits où quand t'es en ultra etc t'as pas peur parce qu'il y a du monde devant, derrière etc. Enfin là je me dis il y a plein de moments en fait je vais me retrouver seul tout au milieu de la forêt. Ouais. Et, je peux comprendre. Ouais. Et les forêts parisiennes quoi. Donc pas les mieux. Donc t'as une balise de détresse. Je garderai un petit peu de jus pour accélérer au cas où. Ouais. Tu pars de où là exactement? Je pense que je vais partir du pied histoire de respecter le truc et après je me casse direction bord de Seine. Et, tu pars par... le pied en fait c'est ce pied là par lequel on monte. Je vais partir moi juste du pied, je vais prendre le champ de Mars, je vais aller chercher le bord de Seine et bord de Seine. Ok. Je tape quasiment tout droit en passant par l'île aux Cygnes jusqu'à avant le parc de Saint-Cloud. Et là le parc de Saint-Cloud il est fermé la nuit, donc je vais le longer par l'extérieur. C'est là où tu as le plus gros détour par rapport à ce qui est prévu? Il y a 2 endroits, il y a là et il y a l'observatoire de Meudon qui est fermé aussi. Ouais. Donc c'est les deux où je dois esquiver un peu, passer en ville, et donc là je vais devoir cibler la montre. Le reste je pense que c'est déjà balisé, logiquement. Je pense qu'ils l'ont balisé, donc balisé sens inverse. Mais au moins ça me permettra de ne pas avoir à trop regarder la montre. Et le truc que je me disais... non, je vais me paumer, je vais avoir peur. Les trucs cool, c'est quoi? Non, et je connais bien, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je l'ai fait maintenant 5 ou 6 fois et j'ai même fait en off. Ouais. Donc je connais les chemins où au feeling, je sais à peu près où aller. Alors que dans ce sens-là, pas du tout. Ah putain, c'est ça qu'il faut que je fasse, faut que j'active la balise. Je suis en train de toucher un truc dur dans mon dos. Tu te fous dans la bagnole? Il y a de la place devant derrière? Ça vous dérange pas? Je pense qu'on va voir ce que ça donne à l'audio, mais bon. Je vais baisser le... Hop. Salut Alex. Bonsoir Guillaume, bonsoir en ce 17 mars, jour de la Saint-Patrick, je fais le direct intro.
On va révéler les tours, chose que ne font pas les magiciens, mais là on est en train de réenregistrer puisque je me suis rendu compte au bout de quelques minutes que nous parlions sans avoir appuyé, enfin je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrement, donc on s'est raconté plein de choses qu'on va essayer de restituer avec la même fraîcheur originelle. Ça fait 35 minutes qu'on était en train de parler, donc il va falloir se rappeler de tout ce qu'on a pu dire de très drôle. Tu vas louper ton départ prévu dans quelques minutes. Voilà. Tu me mets déjà en retard en fait, c'est ta faute. Alex, on fait cette interview dans un endroit inattendu, en tout cas pour moi c'est une première, je ne sais pas pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditeurs? Ouais, c'est totalement inattendu. C'est un endroit un peu particulier. On va dire qu'on est à la place des enfants. La place des enfants dans une voiture. C'est-à-dire que toi, tu es derrière le passager. Moi, je suis derrière, t'es derrière le conducteur. Moi, je suis derrière le passager. Et on est dans la voiture de Mathieu Hamon qui travaille pour Salomon et qui est la personne qui va s'occuper de faire mon assistance cette nuit. Et donc on est à l'abri, dehors il y a une petite pluie fine qui tombe et qui a recouvert les bords de la voiture, laissant un léger éclat au loin avec ce feu vert qui devient rouge et orange de temps en temps. Quelle poésie. Putain, c'est magnifique. Mais ça annonce une météo pas trop mal pour la nuit en tout cas, a priori. En tout cas, la pluie qui est déjà tombée ne retombera plus. C'est toujours ça de pas pris. On verra si ça va pas retomber un petit coup, mais en tout cas il fait bon, il fait super chaud et il n'y a pas tellement de vent, donc ouais, ça va être, je pense, agréable. Et au pire, si c'est pluvieux, c'est le but du jeu aussi, quoi. Alex, est-ce que tu pourrais expliquer pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ton projet, quelle est ton intention ce soir là dans le cadre de l'Éco-Trail Paris? Là, il est très exactement 22h44 et en fait, l'idée c'est qu'à 23h, donc dans 16 minutes, je vais partir pour faire l'Éco-Trail, mais en fait, je vais le faire d'abord à l'envers avant de le refaire à l'endroit. Clairement, c'est totalement inspiré de ce que je vis moi depuis plusieurs années sur la Lyon-Saint-Élion, qui est en fait donc de partir là ce soir, vendredi 23h, faire l'Éco-Trail à l'envers. Donc je vais partir de la Tour Eiffel jusqu'à la base de Saint-Quentin en Yvelines, en passant exactement par le parcours de l'Éco-Trail, à la Défense, au parc fermé près. Quand j'arrive à Saint-Quentin en Yvelines au niveau du départ demain matin, et j'arrive au départ pour prendre le retour à partir de 11h30, et là je rentrerai avec la course officielle, le 80 km, donc ça devrait me faire logiquement un petit 75 km, 76 km à l'aller, vu que je vais me perdre cette nuit 80, et 80 demain au retour parce que je me perdrai pas. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour toi, il fera 81,5 demain. 81,5, écoute, le 1,5, ils ont rallongé un petit bout. Ouais. Très bien, je vais découvrir 1,5 parce que je la connais bien cette course. Donc il y aura 1,5 que je ne connaîtrais pas. Cette idée, elle est née quand ? Cette idée, en fait, ça fait plusieurs années que j'y pense, mais dans la réalité, en fait, c'est un peu par flemme et par paresse que je le fais, et aussi parce que voilà, je me rends bien compte que faire un 80 km, donc l'Éco-Trail classique avec un dossard en voulant être devant, c'est dur. Je l'ai fait, j'ai déjà fait des top 10 et je vois à quel point c'est dur déjà d'accrocher un top 10 et c'est fatigant. Et je suis un grand paresseux, donc je préfère faire 2 fois plus, légèrement plus lentement, et pouvoir en profiter et aller chercher plus de volume et peut-être un peu plus de fatigue, mais moins de fatigue musculaire et tendineuse, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je préfère éviter le risque de me blesser en faisant quelque chose de très long plutôt que de faire du court. Et donc il y a quelques mois, quand j'ai un peu dessiné mon année 2023, je me suis dit allez, un peu moins de compète et un peu plus de plaisir, donc on rallonge, plus c'est long et plus c'est bon, quoi. En très bon communicant que tu as trouvé un nom à cette course. Je vais te demander de l'épeler sans te tromper. Alors de donner son nom d'abord, peut-être. Est-ce que tu peux, à l'oral, tu es en capacité de le dire ou pas ? Liarteco. Non, je l'ai pas. Liartos Éco-Trail de Paris. Liartos Éco-Trail de Paris. Putain, c'est la première fois que je le prononce. Donc c'est comme si on avait un miroir au milieu côté d'Éco-Trail et qu'on lisait dans l'autre sens. Exactement. Alors là, en fait, il y a 3 cabinets de consulting qui ont bossé là-dessus. Donc il y avait McKinsey. Américain, ouais. On leur a donné des millions et des millions d'euros. Tout le budget est passé là-dedans. Tout le budget est vraiment passé là-dedans. Et puis on était à Saint-Maurice pour enregistrer pour la francophonie, bien évidemment. C'était juste à chaque fois que j'essaie de faire un truc qui sort du commun, j'essaie de trouver un nom qui va avec, parce que c'est toujours amusant d'avoir un nom, un petit logo. C'est aussi amusant à faire en fait avant à marketer, si on peut l'appeler comme ça, que après à le faire avec ses pieds sur place.
Et donc on l'a appelé comme ça, et il y a plein de gens qui ne comprenaient pas du tout. J'ai été étonné par le nombre de personnes qui n'ont pas compris. Je pensais que c'était très lisible, et en fait pas du tout. Donc je pense que je vais retoquer je vais demander au cabinet de me rembourser. Alex, l'Éco-Trail, c'est une course qui a une saveur particulière pour toi. On sait que tu es francilien. Est-ce que tu as un attachement particulier à l'Éco-Trail? Tu l'as couru un certain nombre de fois, la première fois en 2016 si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Je crois que j'ai dû la faire au moins 4-5 fois, au moins 5 fois. Moi j'ai 5 fois dans mes fiches. Ouais, je pense que j'ai 5 fois en réel et au moins 2 ou 3 fois en off, moi tout seul. En fait elle a un truc particulier parce que c'est à la maison, et moi les trucs où je peux rentrer en métro chez moi, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Donc moi qui suis obligé de prendre le train ou l'avion pour aller faire des courses, quand je peux en faire une et que j'arrive et que en plus je termine au premier étage de la Tour Eiffel et que je redescends avec tous les touristes très sympathiques, asiatiques, américains, allemands, et qu'ils comprennent pas pourquoi il y a plein de mecs qui puent autour d'eux, je trouve ça formidable. Et juste derrière je peux prendre le métro toujours aussi dégueulasse avec mon dossard et rentrer chez moi, et c'est assez amusant d'avoir ce truc totalement impromptu, mais qui est devenu maintenant totalement normal pour moi, quoi. Donc non, ouais, j'ai un attachement dû à la géographie, et après en plus les gens sont sympas dessus, il y a une bonne ambiance, et je te recommande, Guillaume, si tu as l'occasion de passer au moins une petite demi-heure, 1 heure en bas de la Tour Eiffel quand il y aura le gros des troupes qui vont arriver, parce que tu vois des gens qui sont souvent en fait de la région parisienne, qui n'ont pas eu forcément l'occasion encore de découvrir le trail ailleurs, et qui le découvrent là, et qui découvrent la première fois un peu une longue distance, enfin un peu plus longue que d'habitude, plus long qu'un marathon en tout cas, aller au bout de ça, et ouais, non, il y a de l'émotion dans cette course. Je serai là demain, moi je fais le 45, donc j'aurai l'opportunité de récupérer l'arrivée du 80, j'imagine. Si t'es pas couché ou au bar. Peut-être. Alex, c'est quoi le sens que tu mets derrière ce défi? Enfin, est-ce qu'il y en a un cherché particulier? Est-ce que c'est une façon de peut-être briser la monotonie avec cette course que tu as déjà fait un certain nombre de fois? Est-ce que c'est l'envie d'aller chercher un peu de fraîcheur, un peu de différence? C'est quoi l'idée derrière ça? Est-ce que c'est intellectualisé à ce point-là? Alors, c'est pas du tout intellectualisé. Sincèrement, pareil, quand j'en avais parlé aux organisateurs, je leur ai dit non, il y a rien, c'est même pas une vision écologique de se dire que je vais pas prendre de transport pour y aller. Il y a rien de tout ça. C'est vraiment juste parce que je trouve que ça me faisait marrer, en fait. Et il y a quelques années, moi, je me disais. Déjà que de faire quand je m'étais inscrit au 80 la première année, je me suis dit peut-être que j'aurais dû m'inscrire qu'au 45, c'est peut-être chaud quand même de faire 80. Et maintenant me dire qu'en fait je suis en toute détente dans l'idée de pouvoir physiquement faire l'aller-retour. On verra, hein, ça se trouve je vais abandonner lâchement tout à l'heure en passant à Chaville. Mais non, il y a pas c'est pas intellectualisé plus que ça. Il n'y a pas de renaissance ou de nuit sans fin, de recherche de la 25e heure. Il y a rien de tout ça. C'est vraiment que pour le fun. Donc là, le parcours aller, ce sera tout seul, c'est ça? Tu as une assistance très légère qui est prévue? Ouais, je leur ai juste demandé de venir une fois à Chaville, une fois vers Meudon et une fois vers Buc. Mais c'est vraiment, en fait, c'est parce qu'ils m'ont demandé d'être là, hein. Sincèrement, j'aurais pu le faire. En fait, c'est assez bizarre à dire, et ça, ils vont l'écouter. Ça, vous êtes en train de l'écouter d'ailleurs, ça me fait rire. Parce qu'ils n'entendent pas, ils sont dehors de la voiture, là. On a quand même réussi à les foutre dehors, hein, je trouve ça génial. Mais non, mais tu vois, j'aurais pu le faire, sincèrement. En fait, je l'ai déjà fait, l'Éco-Trail en off, en me gérant moi-même tout seul, et ça se fait. On n'est pas au fin fond de la Tanzanie, du Nicaragua ou quoi. Il y a toujours une ville à moins de 500 mètres à gauche ou à droite. Donc même si on est en forêt, le risque il est quand même mineur qu'il y ait un problème, et s'il y a un problème, on s'écarte de la route et on trouvera toujours une petite maison allumée où aller chercher de l'eau gentiment, quoi. Donc ouais, assistance ultra légère, et ça va se faire, ça va bien se faire, je pense. En fait le seul truc c'est que je vais me perdre et ça va m'énerver, mais c'est tout. En dehors de ça va aller. En termes d'engagement sur l'aller et sur le retour, c'est quoi les scénarios que tu imagines, ou toi l'intention que tu as envie de mettre? Je vais essayer de le vivre comme une Lyon-Saint-Élion, mais sans l'idée de vouloir gagner au retour, parce que de toute façon, il n'y a rien à gagner, ça n'existe pas. Je ne le répéterai pas parce que c'est imprononçable. Lierteko Ecotrail. Tu vois, c'est pas bon. Ouais, c'est impossible. Même en l'ayant sous les yeux, j'arrive pas. Non, l'idée c'est de faire l'aller tranquille, de marcher dans les montées. L'aller tranquille, donc dès que c'est courable,
y aller pépouze. Dès que ça descend, y aller pépouze. Dès que ça monte, marcher. Exactement en fait comme les Lyon-Saint-Élion sur l'allée. Prendre mon temps pour me ravitailler, ne pas me presser. Et le retour, essayer d'envoyer ce qui me restera dans les jambes. Mais j'ai pas d'ambition de faire un podium ou de faire une première place parce que ça n'existe pas. Et donc, si j'arrive à le faire autour de 8 heures, je serai content. Le retour, un petit 10 km/h de moyenne au retour, je serais ravi de réussir à faire ça. Sachant qu'en plus, là, j'ai plein de copains moi qui sont là. Donc je vais très certainement pouvoir courir avec des copains avec qui je peux pas courir d'habitude quand je me mets en mode un peu compète. Donc ça peut être aussi très cool pour moi de le vivre un peu plus peinard sans penser au classement. Les heures que tu as prévu de passer là à Saint-Quentin-en-Yvelines entre ton arrivée et puis le départ pour le retour qui sera l'allée des autres, l'idée c'est quoi? C'est de dormir? T'as une idée si tu peux idéalement? Actuellement, t'es assis sur mon lit là. T'as les fesses là où je vais dormir, hein, je vais pas te mentir. Je pense que je vais essayer de leur négocier. Le doudou lapin là, c'était pour toi, pour ta nuit de tout à l'heure. La petite veilleuse là qui tourne au-dessus et tout, c'est pour moi. Non, mais je pense que en fait, je vais arriver là-bas, j'ai déjà mes affaires qui sont quasiment prêtes pour le retour. Donc je vais juste finir de préparer les affaires pour le retour et j'ai un duvet. C'est un grand confort duvet, je vais me caler là à l'arrière et je vais essayer de dormir 1 heure ou 2 selon l'heure à laquelle j'arrive pour pouvoir repartir. Tu gères bien ça, un sommeil très court comme ça? Je sais pas, je pense que j'aurai sommeil parce qu'en fait j'ai déjà sommeil, j'ai bossé aujourd'hui donc j'ai pas réussi à dormir après le taf, donc je pense que je vais avoir sommeil quand même demain matin, donc je pense que je vais m'effondrer. Le truc que je sais que je vais avoir du mal à gérer, c'est sortir de la bagnole pour se remettre debout. Il va falloir que je m'active 1 heure avant le départ, vers 10h30. Il va falloir que je m'active parce que sinon les jambes ne sont pas fraîches. Alex, à l'arrivée, tu as prévu une petite surprise. En tout cas, tu as envie de venir soutenir tous les coureurs qui vont arriver. C'est ça, c'est un moment que tu as envie de vivre, qui toi te touche. Ouais, mais en fait, j'adore le faire chaque année. Ça fait 2 ou 3 ans que je le fais chaque année. En fait, originellement, je le fais même depuis la première année parce que généralement, en fait, j'attends la personne qui m'a mis au trail, qui s'appelle donc Ronald, mon collègue de bureau. Donc, tu as déjà entendu parler. La machine à café. Exactement. En fait, on fait les co-trails ensemble chaque année. Seulement lui, il le faisait plutôt en 10-11 heures, là où moi, je l'ai fait d'année en année 1 heure de moins. Et donc chaque année je l'attendais, je l'attendais en bas de la Tour Eiffel et d'année en année moi je continue. Non, tiens, cette année il est pas là, mais je continue en fait d'une certaine manière à l'attendre et maintenant en fait il y a d'autres gens qu'on croise et donc t'encourages les gens forcément. Tu fais T'as pas une que petite pancarte sympathique, on peut la dévoiler parce que l'épisode sortira mercredi. Oui, mais la pancarte elle est que pour le départ. J'ai fait une petite pancarte parce que y a Katie Child que tu as interviewé aujourd'hui ou hier. Qui participe à la course, donc l'ancienne gagnante de l'UTMB, enfin l'actuelle tenante du titre de l'UTMB, que moi j'ai doublé dans la tête au vent sur l'UTMB cette année, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et puis on a un peu sympathisé, et donc là elle est sur l'Eco-Trail aujourd'hui, plutôt dans l'idée de préparer la Western States, et j'ai juste préparé moi une petite pancarte où il y a marqué un petit ici c'est Katie. Et mon but c'est que je me mette juste derrière elle et que je mette la pancarte et qu'elle me repère pas, et c'est peut-être juste pour la faire marrer qu'il y ait une photo qui sorte et pour faire marrer Germain aussi parce que ça pourrait lui plaire. Ouais, voilà, parce que voilà, c'est le bon esprit du trail et je pense que ça peut le faire marrer, quoi. Alex, il est 22h55, le départ est quasi imminent. Ah ouais, j'ai 4 minutes là. Est-ce que tu as 1 minute pour faire un petit exercice de projection mentale là? Tu vas me raconter comment s'est passée ta course. Là on est dimanche matin ou samedi soir. Alors comment ça s'est passé cet Eco-Trail? Alors en fait c'était un peu comme ce que je t'ai dit dans la voiture. Ce qui est très très bizarre, ça s'est passé exactement comme je te l'avais dit, c'est-à-dire que je suis sorti de la voiture, là, on a dû se presser parce que tu m'as tenu en interview jusqu'à super tard. Je suis parti tranquille, et puis après Chaville, je crois qu'il s'est mis à pleuvoir et là c'est devenu très très long. Et j'ai commencé à me perdre, à m'énerver, etc. Et en fait, j'ai dû me rappeler, et heureusement que je m'étais dit ça dans la voiture avant de partir, c'était de bien se rappeler qu'en fait, on s'en fout, quoi. On n'est pas là pour opérer quelqu'un à cœur ouvert, pour sauver des enfants de la faim. On est juste là, en fait, on est en train de se faire un petit plaisir solitaire. Donc ce petit plaisir solitaire, on a intérêt à en profiter et à garder le sourire. Et à partir du moment où je me suis dit ça pendant la course, tout s'est bien passé. Et sur le retour, étonnamment, mais ce qui était fou, c'est que j'avais les jambes. En fait, j'avais les jambes et toi, je crois que la neige, ça a été? Personne n'avait annoncé la neige? Non, la neige, c'était pas le plus chiant. Ce qui était vraiment le plus chiant, c'était c'est cette montgolfière là qui est venue se poser sur le ravito à Saint-Cloud. On s'attendait pas à ça, quoi. Vraiment, les Américains, ils savent faire les choses, quoi. Impressionnant ce soutien qu'il y avait pour Katie. Belle victoire d'ailleurs d'elle, très belle victoire de Katie. Rappelle-moi son temps.
6h18 je crois, 6h18 Ouais. si je me plante pas. Elle a cartonné, donc impressionnant. Donc oui, je pense que voilà, au niveau de la projection mentale, on va être sur ce genre de choses. Et ce qui sera ce qui sera encore plus fou, c'est que toi, tu auras terminé ton 45 et quand je vais arriver, tu vas me tendre une bière en bas de la Tour Eiffel. Ça, c'est un beau Et programme. ça, c'est Je fantastique. signe direct. Merci beaucoup, Alex. Je te libère. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche. Et pour que tu nous racontes comment s'est réellement passé cet éco-trail. Merci Guillaume et bonne course à toi. Fais attention dans la descente entre le Belvédère et le bas de Saint-Cloud, ça va glisser un petit peu, je pense. Je prends mes bâtons. Tu peux. Salut Alex, profite bien, bonne course. Merci Guillaume, ciao. Ciao. On est dimanche matin, ça a fait la taf hier soir. Ah, ça, il y a eu de la bamboche. Je te le dis. La bamboche, c'est terminé. La bamboche. Tu connais ça ou pas? Bah ouais, c'est vrai. Putain, C'était le préfet de je sais plus quelle ville, de Moselle, un truc comme ça, qui avait dit pendant les confinements, la bamboche, c'est terminé. C'était culte ça. Et ça a été repris par Thomas VDB. Ouais. Je sais pas si tu l'as jamais vu en spectacle, va voir son Si. spectacle. Ah, tu as fait Trianon, non, mais le personnage est phénoménal. Trianon, c'est natation, vélo et spectacle. En fait, Ok. un one man, il faut faire rire les gens. L'enfer. Le Trianon, le fameux. Ok, on est tout bon. C'est parti. Let's go. Salut Alex. Re-salut. Bonne nouvelle, on est sorti de la voiture, donc là je vais mettre un petit bruit de portière. Cling, que tu fais bien mieux. Portière atroce. Une vieille portière. Tu me reçois aujourd'hui chez toi, en ce dimanche raisonnablement ensoleillé. Oui, bon alors raisonnablement, ça veut dire pas du tout. Ça veut dire gris en fait. Ouais, ça veut dire gris. Raisonnablement, ça veut dire pas du tout en allemand, je crois. Je suis pas venu les mains vides. Alors toi non plus, puisque tu m'accueilles avec des viennoiseries, ce qui est un très beau geste. Je te remercie. Bah, c'est pour te refuel après ta course d'hier. Éprouvante à mon petit niveau, ouais, mais très sympa. Et moi aussi, j'ai ramené des petites choses pour toi. Hop, à grignoter aussi, ça se mange. Alors, je te tends ça. Hop. Alors. Oh, des petites. Alors on a comment on peut dire des petites mignardises, des petites mignardises, mais façon. Alors j'ai l'impression que c'est comme des financiers plus stylés. Ouais. Des petites, alors il y a framboise, il y a chocolat, il y a pistache. Il y a pistache griotte et il y a des rochers coco. Donc ma première question, c'est par quoi tu commences et surtout ce que tu vas pas du tout prendre en premier. Le coco, je vais pas du tout le prendre en premier parce que je sais pas pourquoi j'ai une non-appétence totale au coco. Généralement, j'arrive à le refiler aux autres. Tu m'as dit celui-là, c'est quel est parce que celui-là, ça, c'est framboise, ça. Ouais, financier framboise. Framboise, clairement. En plus, je sais pas, ça me rappelle ma sœur, son pseudo MSN. Putain, si je balance ça maintenant, son pseudo MSN ou son Skyblock, c'était Mademoiselle Framboise, tu sais, avec écrit, je pense, avec un Z ou un truc comme ça. Ouais. Mademoiselle. Donc, depuis ce jour-là, j'ai dû avoir un petit côté. La framboise est de famille. Donc ça d'abord. Et puis 5 fruits et légumes, c'est important. 5 fruits et légumes, c'est important. Après, je suis pas sûr que le financier framboise fasse partie de la liste. Ouais. De la liste. À voir avec les mentions légales pour savoir si on aura le droit de bouffer ou pas. Mais je sais pas le Nutri-Score, effectivement. Moi, je vais les avaler, je pense, dans la journée parce que je me suis pesé hier soir en rentrant et j'ai perdu du poids. Combien j'ai perdu 4 kilos. Ah ouais, quand même. Avant le départ de la course. En enlevant ton sac, non? Pas qu'en enlevant mon sac. J'ai pas assez mangé en fait, ni à l'aller ni au retour. J'ai pas mangé en fait de solide. Et donc je voulais voir vraiment. D'habitude en fait le problème c'est que je me repèse 1 ou 2 jours après, donc j'ai eu le temps de reprendre. Et là juste après la course. Première fois que tu perds autant? Non, je pense que je perds autant d'habitude, mais c'est juste que cette fois-ci j'ai mis un chiffre dessus quoi. Donc ça, c'est étonnant, quoi. Enfin non, c'est pas étonnant, mais ça m'a fait plaisir de me rendre compte que quand je disais que je pensais perdre 4-5 kilos et que ça se voyait sur mon corps, qu'un chiffre digital affiché sur une petite balance sous mes pieds me dise oui, tu as raison, c'est bien vrai quoi. Sur une course, habituellement, tu as l'impression que tu te nourris suffisamment ou ça dépend des moments où tu as le ventre noué ou pas envie? Ça dépend des courses, mais là j'ai pas eu envie de manger en fait de solide. J'ai mangé que des compotes de la marque dont je ne sais pas le nom. C'est la Voldemort des marques de compotes et ils se reconnaîtront et des gels Gu parce que là ça je m'en fiche, je suis pas sponsor. J'ai juste pris ça. À l'aller, j'ai pas pris de sucre du tout et pas pris de trucs sucrés, que des gels salés ou des compotes salées. Ce qui est ton habitude?
D'habitude, non, il y a quand même du sucre qui arrive à un que... moment ou à un autre, quoi. Généralement, les 50-60 premières pourcents de course, je suis plus sur du salé. Après, je transite sur du sucré et je le gère comme ça. Si là, j'ai calculé à l'aller, ça m'a fait marrer. J'ai pris un seul gel sucré 1 heure avant d'arriver en me disant que j'allais atteindre mon pic de glycémie au bout d'1 heure et que j'allais commencer à être en rechute de manière à pouvoir me coucher facilement. Ah ouais, bon calcul, le petit coup de mou après là. Je calculais en fait pour que mon hypo tombe quand j'allais vouloir me coucher et que ça allait à peu près se caler à ce moment-là. Et ça s'est vérifié. C'est bon timing, quoi. Maintenant je prévois les hypos de sommeil, quoi. C'est vraiment, on est à un niveau d'expertise. Franchement, ça rigole pas là. Oui, moi de toute façon, si ça rentre pas dans un tableau Excel, ça n'existe pas. Pas de place à l'instinct. C'est pas du tout ton style et ta personnalité. Le feeling, trop peu pour moi. Alex, on va donc revenir aujourd'hui sur la suite de ta course qui s'appelle l'Artossé Eco-Trail de Paris. Tout le monde pourra noter quand même les progrès incroyables que tu as pu faire sur la prononciation. Moi, j'ai fait un truc, je l'ai écrit en majuscule parce que toi, tu l'écris en majuscule et minuscule. Et déjà en majuscule, c'est un petit peu plus facile, mais je le dis pas aussi bien que toi, je pense pas. Non, mais le Liartossé, en fait, pour que ça soit aussi facile à prononcer, je vais pas te mentir, je me suis fait 2 ou 3 séances de 15 minutes sur le retour à me le répéter dans la tête. Et au début, j'ai dit là, Liarteco. Non, attends, c'est ECO à la fin, ça va pas. Donc Liartossé. Et une fois que tu te l'es répété à peu près 250 000 fois dans la tête, tu peux le ressortir comme ça le lendemain matin, il n'y a pas de problème, quoi. Mais je sais pas si le nom restera parce que c'est sincèrement, comme on le disait hier, totalement imprononçable, mais non, mais c'est amusant. Et j'ai encore vu des réactions aujourd'hui de gens qui font ah mais je viens de comprendre. Oui. Peut-être ça va encore durer plusieurs semaines, je viens de comprendre. Peut-être après l'écoute de ce podcast aussi, des messages de révélation. Alex, je t'ai donc laissé au pied de la Tour Eiffel vendredi, un petit peu après 23h. Comment ils ont démarré ces premiers kilomètres parisiens majestueux, là, dans la nuit, à peu près seul, la Tour Eiffel dans le dos? Au bout de 20 mètres, j'étais tout seul et j'ai mis mes écouteurs tranquillement. Et là, tu te dis... Musique. Je me suis foutu direct de la musique. Et là, tu te dis, bon, allez, c'est parti pour 7, 8, 9, 10 heures de tout seul. Et peut-être j'avais encore cette appréhension, même encore quand j'étais en ville, de tiens, je vais partir en forêt quand même, j'ai passé du temps tout seul. Un petit côté, je vais partir à l'aventure. Et au bout de 3 km, j'ai 2 personnes à vélo et un mec en courant qui me rattrape. Ah, on a vu que tu partais et tout, on peut faire du chemin avec toi. Et donc on a fait tous les 3 ensemble jusqu'au parc de Saint-Cloud à blablater. Et après, je suis resté avec la personne qui courait. Je me rappelle pas de son prénom, je crois que je lui ai pas demandé. Tu sais, en trail, t'as pas besoin de demander les prénoms. T'aimes bien discuter avec les gens sans forcément les connaître. Je sais qu'il a 2 enfants, un enfant de 5 ans et un autre de 11 ans, qui avait très envie de mettre un pyjama vert pour venir nous voir, mais qui avait pas le droit parce que c'était samedi soir, etc. Mais on a fait en fait 30 km ensemble. Ça aide, ça. Donc tout le début, c'est sympa en fait, ça te permet de discuter, de passer le temps plus vite. Et donc voilà, hein, c'est parti assez tranquille. Je pense qu'on devait tourner autour de 4,50 ou 5,10. Le but étant de ne pas s'épuiser pour avoir le maximum de force pour pouvoir rentrer le plus vite possible, enfin en tout cas plus vite qu'à l'aller si possible. Et la stratégie, c'est pas le mot, mais l'idée, elle était d'avancer dès que c'était un petit peu roulant et dès que ça montait de marcher. Donc très sympa, mais comme on le savait, le parc de Saint-Cloud était fermé parce que les parcs ferment la nuit. Enfin, nous, c'est très chic, hein, pour les gens qui habitent hors de la région parisienne. Nous, il y a des gens, les forêts sont interdites la nuit. Ça paraît bizarre comme concept, mais nous, il y a des grilles, on enferme les arbres pour pas qu'ils sortent et qu'ils nous envahissent la nuit. Donc il y a un petit monsieur qui arrive avec ses clés et qui siffle et qui dit fin de la récré, hop, à 20h, ça ferme et ça réouvre le lendemain matin. Donc il y avait plusieurs passages en fait, l'observatoire de Meudon, le château de Buc, le parc de Saint-Cloud, il y avait plusieurs passages comme ça où on pouvait pas passer en fait la nuit. Et l'organisation, sachant que toi t'avais pas de balisage du tout, le balisage de la course était pas visible? Il était visible, mais alors il y a plein d'endroits où ça avait été soit débalisé, soit pas encore balisé. Okay. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, pour être un habitué de faire des courses à l'envers, en fait ça se voit quand c'est balisé que dans un sens. En fait les balises sont pas placées au même repère visuel, aux mêmes endroits pour faire des repères visuels qu'on le ferait dans le sens normal. Et non, ils ont changé les balises, je crois, cette année en plus. Ils ont mis des balises orange et jaune, donc ça par contre la nuit c'était pas mal. VS les autres années où c'était plutôt des balisages blancs, on n'aurait rien vu. Mais ça, non, en fait moi j'avais chargé sur ma Sunto la trace qui m'avait filé, la trace de l'allée.
Et l'orga m'avait fait voilà, mais il y a 2-3 endroits où j'ai vu que quand même ils se sont amusés, ils se sont dit tiens on va l'embêter un peu, il peut pas prendre le parc de Saint-Cloud mais on va lui faire prendre tout Saint-Cloud par des escaliers etc. Ils m'ont fait faire des trucs, c'est sympa. Ça se sentait que ça n'avait aucun sens, c'était juste pour m'embêter quoi. Mais c'était amusant quoi. C'était amusant de faire ça juste à la montre et sans trop au feeling et à la montre. Il y a un proverbe d'Afrique de l'Ouest que tu connais sûrement qui dit le chasseur rencontre le gibier là où ils n'ont pas pris rendez-vous. Est-ce que tu t'es senti un moment dans la peau du gibier, dans ces forêts en pleine nuit, seul? C'est un truc que j'avais déjà vécu un peu quand j'avais fait les 25 heures des 25 boss, où j'étais tout seul dans la forêt de Fontainebleau. Et c'est un truc que j'ai revécu là, c'est qu'en fait quand il n'y a pas de l'organisation autour, quand il n'y a pas de ravito, quand il n'y a pas d'autres coureurs, et que tu es tout seul au milieu de la forêt, et qu'il n'y a pas de bruit, et que tu mets de la musique, mais au final tu laisses qu'un seul des 2 écouteurs parce que tu as quand même envie de savoir ce qui se passe autour, et qu'il y a un bruit de craquement ou un bruit de plastique ou un bruit un peu étonnant, ou sinon qu'avec la fatigue tu commences à avoir une alu visuelle et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un juste à droite ou à gauche. Il y a eu 2-3 moments de flip comme ça. Je pensais que j'allais être beaucoup plus anxieux sur des périodes longues, que ça allait parfois durer 20-30 minutes d'anxiété, que j'allais même peut-être accélérer du fait de cette anxiété. Et au final, pas du tout. Moi, je me suis senti... c'était en fait une sorte de déambulation nocturne sur l'allée dans cette forêt, et je me suis pas véritablement senti en danger. Il y a eu 2-3 petits pics. Parce que après il suffit de relativiser et se dire qu'on est dans la forêt de Meudon, hein, on n'est pas non plus au milieu de nulle part. Et vu que tu parles de gibier, en plus c'est entouré de gibier quoi. Il y a des bambis qui dorment un petit peu partout tout le long. Je pense que je les ai pas comptés, mais vu le nombre de fois où je me suis dit tiens, une famille de chevreuils, où tu vois les 2 yeux qui te regardent, tu resserres et en fait tu vois qu'il y a 2 yeux là, 2 yeux là, 2 yeux là. Hop, tu vois la petite tête qui se lève, les 2 petites oreilles qui se dressent. Et ils restent allongés parce qu'en fait t'es chez eux quoi. Et eux ouais, il y a un idiot là qui passe avec sa petzelle. Encore un gars qui fait la Liar Eco Trail. Et voilà, il le prononce vachement bien les chevreuils. Mais donc ouais, je pense que j'ai dû croiser 100 à 150 chevreuils quoi. Et donc toi c'est pas mal de petits renards aussi forcément. Et je pense au bas mot, là je les ai pas comptés non plus, mais entre 2 et 3 000 lapins à la base de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc à tous les aficionados des lapins. Donc on les voit pas quand on fait l'éco-trail normal parce que c'est déjà trop tard et je pense que je les ai déjà dérangés en fait. Mais si vous voulez voir énormément de lapins et les montrer à vos enfants, vous vous levez, je crois que je suis arrivé vers 6h du mat sur la base, donc encore la nuit puis le jour qui se lève, mais c'était hallucinant. Je n'ai jamais vu autant de lapins de toute ma vie quoi. Je sais que ça se reproduit très vite, mais là je pense qu'ils préparent un coup. Je pense que les lapins préparent un coup. Il y a une insurrection dans l'air. Ah, et là, moi je serais le gouvernement français, je pense que j'enverrai l'armée. Tu commenceras à recruter des renards dès maintenant. Oui, ça peut être une bonne idée. Oui, mais après, bon, voilà, si tu... Ouais. Ah oui, une belle bataille, une finale façon Avenger avec les lapins et les renards, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Mais... Tu étais censé croiser Mathieu Hamon de Salomon qui était là, censé faire une partie de l'assistance. Est-ce qu'il a pu monter Barnum, Arche, préparer les banquets, etc. le long du parcours, ou tu l'as pas croisé finalement? Alors il y avait Mathieu et Anthony aussi, 2 personnes donc, qui travaillent pour Salomon. Et donc ils m'ont fait, en fait on avait prévu des petits points de ravitaillement, un à Chaville, un à Meudon, un à Buc, et on était censé en faire un aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et oui, en fait, on s'est retrouvés parfaitement vu que j'avais une balise GPS qui leur permettait à eux de voir comment j'avançais. Plus, moi, je connaissais pas le parcours, donc je savais à peu près quand c'est que je voulais les recroiser. Et on s'est croisés, mais voilà, ça reste 30 ou 40 secondes à chaque fois. Et tu te dis, t'as les pauvres, eux, ils se tapent de la bagnole, ils s'arrêtent, ils se font chier au milieu de nulle part. Ils traversent la nuit juste pour voir un pauvre mec qui passe, qui s'arrête 30-40 secondes, qui recharge la flotte, qui prend un truc, qui fait 3 vannes et qui s'en va. Mais et en plus, eux, en fait, ils se retrouvent dans une position de mec bizarre. C'est-à-dire que j'ai le souvenir qu'à Buc, il est... il doit être 4h, 4h15 du mat. Faut savoir que dans l'ouest parisien, dès qu'on part à plus de, je pense, 10-15 km de Paris, l'éclairage public est éteint pour, je suppose, faire des économies d'énergie. Et donc, c'est quand même très très sombre, même en ville.
Et t'as quelques petites lumières qui restent allumées dans certaines chambres je pense, d'adolescents qui veulent pas se coucher. Et t'as une bagnole en warning posée un peu à l'arraché sur le bord du chemin avec 2 mecs qui ouvrent le coffre avec des frontales et qui sont en train de fouiller dans le machin, et t'as un autre mec qui arrive en courant, ça discute. Pas du tout bizarre. Et très très chelou, que tu te dis Buc peut être un espèce de lieu de cartel de la drogue de l'Ouest parisien. Et j'ai le souvenir qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, qui devait rentrer de soirée complètement ivre, qui est passé au bord de nous et qui devait voir ce spectacle. Et je sais pas ce qu'il a pensé dans sa tête, mais ça se sentait qu'en fait il avait une certaine crainte de nous. Il n'y avait pas eu de bonjour, bonsoir ou quoi que ce soit. Il a passé en observant et puis il voulait plus nous regarder. Il faisait semblant de pas nous voir. Et c'était assez étonnant. Donc eux, ils ont eu aussi ce mauvais rôle d'être les mecs chelous dans la nuit. Ils ont pas fini au poste. Ils ont pas fini au poste. J'ai pas croisé trop de policiers, je veux dire, dans la forêt de nuit. Et puis... Tu prévoyais d'arriver à peu près à 1 heure ou 2, enfin en tout cas de dormir 1 heure ou 2 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que ça s'est passé à peu près comme tu voulais? T'as mis combien de temps sur cette première partie? Et puis est-ce que t'as réussi à vite te glisser dans la voiture et t'endormir avec ta petite redescente de glycémie, là, tout s'est bien calibré? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis arrivé, le jour était en train de se lever, j'ai mis 7h45, je suis parti à 23h, donc j'ai dû arriver un peu avant 7h du mat à la base de Saint-Quentin. Il y avait 2 personnes à l'organisation, l'arche n'était pas encore montée. Direct, on est parti à la voiture, j'aurais dit, moi ça faisait 1 heure dans ma tête où j'avais envoyé un message à ma copine, chargé ma montre et mangé du riz. Voilà les 3 trucs que j'avais dans la tête. Et direct, on a filé la voiture. Et là, Mathieu m'a dit petite bière. Et donc, voilà, petite bière à 7h du mat. Mais en vrai, c'était pas mal parce que je me suis dit, dans la stratégie de redescendre d'hypoglycémie, se mettre une petite bière dans le cornet comme ça pouvait être aussi rentrer dans la stratégie d'apaisement pour pouvoir dormir. Après, bon, j'étais quand même bien crade parce que c'était quand même bien boueux, donc je voulais pas tâcher la voiture, donc il a fallu se laver un peu à l'arrache avec un reste de serviette que j'avais trouvé, enlever la boue, me retrouver à moitié nu avec les premiers. Enfin, il y a une seule bagnole sur le parking et t'as les autres bénévoles qui arrivent et qui voient un mec à moitié nu en train de boire une bière Henken, à se changer avec des chaussures sales par terre. T'étais incognito, t'avais ta casquette sur la tête à ce moment-là quand même? Quand tu dis à moitié nu, t'avais juste la casquette? Ils m'ont pas reconnu. Pas reconnu. Non, parce que les mecs ils ont dit ah putain, ils se prennent une petite bière avant de partir. Bravo les mecs. Un bel esprit. C'est presque ça. Et donc non, après je me suis faxé. C'était, je pense, le pire moment de l'aller et du retour. Je me suis faxé dans un duvet à l'arrière de la voiture, à l'arrière des berlines, comme dirait l'ami chanteur. Moi j'ai à l'arrière des taxis de Noir Désir, mais c'est peut-être pas ça la ref. Moi c'est à l'arrière des berlines. Je suis le roi des scélérats. Ah, Bachung. Ouais, très juste. J'ai pas toutes les paroles. Moi, je suis Jean-Michel à peu près. Oser Joséphine. Et donc j'ai osé Joséphine à l'arrière des berlines, mais c'était en fait assez insupportable parce que même si je suis pas allé très vite, 80 bornes, tes muscles sont quand même un peu durs, tes jambes sont lourdes et t'aimerais plutôt pouvoir les étendre ou voilà, avoir de la place mais pas être dans l'inconfort. Et là c'était juste de l'inconfort d'être pas bien tordu dans la voiture. Et donc pas agréable du tout, mais je me suis endormi au bout de 5 minutes. T'as compté les lapins pour t'endormir ou pas? J'ai pas compté les lapins, non. Non, j'ai pas compté les lapins. Non, vraiment. Le sommeil t'a pris tout de suite. Une seule seconde. Et donc on se retrouvait à 3 parce que eux non plus n'avaient pas dormi. Mais donc on était à 3, eux les 2 places avant et moi sur la banquette arrière. Et donc quand tu mets 3 mecs qui dorment, on s'est endormi vers 7h30, 8h, donc on avait 2 heures de sommeil quoi. La bagnole devient rapidement la calèche dans Titanic et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'avait plus d'oxygène. Toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, moi je rouvrais un petit coup la porte pour pouvoir remettre de l'air parce que voilà, c'était il y avait juste plus d'air à l'intérieur de ce truc-là. Quand je suis sorti, quand je me suis réveillé à 10h, 10h30, mais j'avais la voix sèche comme si je sortais de 3 paquets de gauloises et d'un concert de rock alternatif. C'est exactement la même chose que j'ai ressenti en me réveillant quoi. Donc vraiment le pire moment c'était ça en fait, c'était vraiment ça. Ça reste un bon souvenir parce que voilà, je me souviendrai toujours d'avoir dormi à 3 dans une bagnole entre deux éco-trails. Et indépendamment des conditions, une durée de sommeil comme celle-là, 1 heure ou 2, c'est un truc qui te casse? Ou tu sens quand même que ça permet de recharger un peu les batteries quand même?
En course, j'ai jamais dormi. Même sur la Lyon-Saint-Élion, j'essaie de dormir. À chaque fois, j'arrive pas à dormir. Là, j'ai réussi très facilement. Et donc, j'avais la crainte au moment où je vais sortir de la voiture. Enfin, on l'a tous vécu, tous les gens qui ont fait un trail ou un marathon ou un semi, qui avaient les jambes un peu tendues et qui sont après repartis en voiture. Le moment où tu remontes dans la bagnole ou où tu descends, c'est le pire moment de tout. Je sais pas pourquoi. Il y a plein d'autres gestes qui devraient être chiants, mais alors celui-là particulièrement. Et je m'étais dit, en fait, c'est très simple, hein. Tu vas savoir comment va se passer le retour en fonction de comment tu descends de la voiture. Et je suis descendu comme une fleur, les jambes allaient très très bien. Et l'envie d'y aller ouais, l'envie d'y aller, mais en fait, surtout, il fallait que je me grouille, quoi. On s'est réveillé à 10h30 et le départ était 1 heure après, le temps de repréparer toutes les affaires pour le retour. De me réhabiller, de repartir voir tout le monde, de sortir les pancartes, de tout préparer. Fallait se dépêcher, donc ouais. Et non, mais j'étais reposé. Et je suis pas un gros dormeur, mais 2 heures, même dans un inconfort total, on suffit à pas recharger les batteries à 100%, mais c'était de la bonne recharge rapide, quoi. Elon Musk, là, franchement, il devrait bosser plutôt sur mon corps en prototypage que sur autre chose. Alors, c'est milliers d'ingénieurs, ouais. Alex, c'est un format un peu particulier, là, c'est un format hors série, mais quand même, tu ne vas pas couper à la question qui pique, parce que sinon, ce serait pas un vrai épisode de Course épique. Okay. La Tour Eiffel est au sujet de toutes les attentions à l'occasion de l'Eco-Trail, puisque c'est le point d'arrivée de toutes les courses. Je vais te parler aujourd'hui d'Erika Labrie, qui est l'ancienne militaire américaine qui a été championne de tir à l'arc. Je suis sûr que tu le savais. Aucune idée, personne ne la connaît. Erika a un lien très particulier avec la Tour Eiffel qu'elle a découvert en 2004 lors d'un séjour à Paris. Est-ce que tu saurais me dire quel est son lien à la Tour Eiffel ? C'est pas évident. Elle s'est mariée avec la Tour Eiffel. Bravo. C'est ça ? Incroyable. Ouais, Incroyable. Écoute, parce que j'ai déjà vu, en fait, moi, je vois des débiles, je vais dire des débiles, parce que, bon, il y a des gens qui font des câlins aux arbres dans le bois de Vincennes, mais il y en a énormément. Et je sais qu'il y en a qui se marient avec des objets, parce que voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et américaine, bon, je vois pas ce que le tir à l'arc peut venir faire dans l'histoire. Parce qu'elle a eu aussi une histoire avec un tir à l'arc. Enfin, avec un arc. Elle a aussi une relation avec... Ouais. Elle s'est mariée avec la Tour Eiffel en 2007 et elle éprouvait aussi une fascination avec le Golden Gate Bridge, qu'elle aimait aussi beaucoup, et puis son arc. Ça a commencé avec son arc. Et donc elle s'appelle quand même Erika Eiffel maintenant. Elle a pris le. Ouais, elle a pris le. D'ailleurs, je crois que pour la petite histoire, je crois que la Tour Eiffel, elle devait pas s'appeler la Tour Eiffel. Tu as tout à fait raison. Parce que je crois que Eiffel, c'était son nom de famille est il a un nom de famille allemand imprononçable. Strasbourg ou un truc comme ça. Exactement, encore plus dur que Liarteco-Ecotrail à prononcer. Ouais. Et effectivement, elle n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Ouais, ça aurait dû être la tour Gavenstrelbourg, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est très possible. En tout cas, ça s'en approche. Mais oui, donc bon, elle a encore un faux c'est encore un pseudonyme. Ça c'est vraiment un coup. Tous les gens qui ont des pseudos comme ça, là, ça c'est insupportable. Mais oui, ça doit être marrant de se marier avec la Dame de Fer. Ouais, elle a dit, malgré le froid du métal, tu vois, l'embrasser me réchauffe de l'intérieur. On interprétera elle ça pourrait monter comme l'escalier, elle se réchaufferait de l'intérieur aussi. Hein, mais voilà, c'est les rites du mariage donc objecto-sexuel. Et la cérémonie a été célébrée de façon intime en présence d'une poignée d'amis. Je te l'ai dit, donc elle aimait aussi beaucoup le Golden Gate Bridge et son arc. Et puis elle a fondé une association, l'OS International, qui vise à réunir des individus qui éprouvent des sentiments pour les objets inanimés. Voilà. Okay. C'est quoi l'objet inanimé qui tient le plus à cœur, toi ? Dire la casquette verte, ça serait trop simple. Je suis assez matérialiste. Moi c'est le problème. C'est là, je garde tous les trophées, les machins, les trucs. Ouais, non, je prendrais peut-être la bague du Koulamamène quand même. Parce que c'est trop marrant. Parce que c'est trop marrant, ça sert à rien, c'est trop marrant. Et il y a un diable suédois dessus. Donc, c'est collector, quand même, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Tous les finishers du 100 miles ont la bague. Okay. Y a pas lié à ta victoire, ouais, ok. Donc ça, mais on est d'accord que son mariage, il est reconnu par aucune autorité. On est tout à fait d'accord. Oui, il n'y a aucune chance. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, ça a dû faire un drôle d'effet, cette histoire. Puis j'espère qu'elle n'a pas été trop déçue d'avoir une alliance en fer, parce que j'imagine c'est ce qu'elle a eu. Elle n'a pas trop pu avoir d'or blanc, à mon avis, ou d'or doré. L'or doré, ça se dit ? L'or doré, non, mais on peut. Écoute, oui, on peut le dire. On dit Julien Doré, on peut peut-être dire or doré, je sais pas. Allez, sans transition, Alex. Bravo, en tout cas, franchement, c'était pas évident. Mais j'ai vu l'autre jour que tu étais très calé en Tour Eiffel, quand même. Tu avais un bon nombre
d'anecdotes et de connaissances sur la Tour Eiffel? En fait, je suis calé en anecdotes parisiennes. Tu vois, Laurent Dutch, c'est genre bonne nouvelle. Alors, ce truc-là, j'étais un fanatique. Je me suis endormi pendant très longtemps devant des vidéos YouTube. Et les vidéos YouTube dans lesquelles je m'endormais le plus souvent, c'est un reportage sur la Diagonale des Fous. Et aussi des vidéos de Laurent Dutch qui expliquait Paris, etc., les anecdotes. Et je me suis très souvent, en fait, quand tu te retrouves à courir dans Paris, confronté avec des quartiers, avec des endroits, etc. Et c'est sympa de connaître la petite histoire de ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et j'ai le souvenir, et ça, c'est un truc qu'il faudrait que je refasse, que j'avais fait une sortie une fois où je passais par pas mal de coins dans Paname et je faisais des stories pour expliquer alors là nous sommes à Montsouris, plus grand réservoir d'eau de Paris, et essayer d'expliquer l'histoire qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est un truc qui est plaisant, en fait, c'est toujours reconnaître le petit truc qui s'est passé, tiens là ici a eu lieu, et le premier machin, c'est trop bien de savoir ça. Alex, on va parler du retour. Ouais, sans transition cette fois. Le retour, comment ça s'est passé? Le retour, donc. On va quand même dire, attends, tu as mis 7 heures. Attends, combien de temps t'as mis à l'aller? J'ai mis 7h45. 7h45, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. À l'aller, sachant que l'aller, il était censé faire 75 bornes et 1005. Dans la réalité, je me suis un peu perdu quand même. Faire des petits de 100-200 mètres en plus. On a dû faire des écarts par des parcs qui étaient fermés. Et, on l'entend, ton chat? Oui, il y a Mimi le chat qui est, je crois. C'est Mimi son petit nom? Ouais. Ok. Qui fait acte de présence. Donc ouais, des petits détours. T'as fait des petits, il y a un peu plus que 75 km. Ouais, je crois que j'ai fait 77, donc rien de 2-3 bornes de plus. Et par contre, il y a 200 mètres de dénivelé de moins. Bon, ça, on s'en fiche. Mais sans transition, le retour. Et le retour, on a mis, je crois que j'ai mis 7h30 des brouettes, 7h32. 7h32, ouais. 7h32, Tour Eiffel comprise. Parce que j'ai été étonné, mais je pensais que, comme les autres années précédentes, le temps s'arrêtait en bas de la Tour Eiffel. Mais a priori, cette année, ça se réarrête en haut, le temps. Donc on peut redoubler encore des gens dans les escaliers. J'ai repris quelqu'un juste avant. Je voulais pas avoir à batailler dans les escaliers. Ça s'est passé comment? C'est parti. T'as laissé filer donc la tête de course? J'ai laissé filer. En fait, de toute façon, je ne pouvais pas. Pas que j'ai laissé filer, c'est que j'avais pas le niveau, la force pour pouvoir aller. Les garder avec moi. Et c'était drôle parce que les autres années, je suis habitué à être je sais pas, avec Nico Aduel, Johan Stuck pendant 3-4 km au départ. Et après, bon, eux, ils partent encore plus fort, mais cette année, en fait, je les voyais de loin et je faisais tiens, c'est marrant, en fait, c'est cette sensation de voir quelque chose que tu connais d'habitude, que tu vis, mais là, tu le vis un peu à la troisième personne, comme si tu regardais de loin. Tiens, il y a peut-être Casquette Verte là-bas qui doit être en train de courir devant. Donc ça, et en fait assez rapidement moi je me suis retrouvé à essayer de rentrer juste dans mon rythme tranquille, et ce que j'ai trouvé trop cool, c'est que j'ai pu en fait vivre la course avec des potes à moi, des copains, des connaissances, et avec qui t'as pas l'habitude de courir habituellement. Ce que tu me disais, c'est des gens qui sont pas à ton rythme habituellement. On n'a pas le même rythme d'habitude, et on se croise en dehors, on prend des bières avant, après, on se croise dans des magasins, des trucs, mais là c'était assez différent, mais c'était plaisant en fait de pouvoir être en groupe, et puis tu sentais qu'il y avait des gens qui étaient contents de courir avec moi à côté, et tu avais des gens, tu sentais qu'eux ils étaient contents de battre Casquette Verte, tu sentais qu'il y avait des gens qui voulaient pas se faire battre par un mec qui avait 80 bandes dans les pattes quand même, donc ça suscitait un peu de réaction. Ouais. Ça suscitait un peu de réaction, et puis là c'était gentil, quoi. Il n'y avait pas de ressentiment ou quoi que ce soit. C'était assez sympathique comme sensation, et j'avais envie de revivre un peu le truc, tu vois, à l'arrière, au peloton, enfin à l'arrière, dans le peloton en tout cas, avec plus de gens, et de prendre plus son temps, etc. Et en fait c'est super agréable, tu passes ton temps à blablater, à rencontrer des gens, à faire des vannes. Quand en plus physiquement ça va et ça se passe bien, c'était super. T'avais pas de point d'alerte physiquement, t'étais bien? Les jambes ça allait très très bien. J'ai ce problème à l'aine là que je me traîne depuis la diagonale et la Suède. Ça va faire 4-5 mois qui revient, et donc en fait ça m'empêche d'accélérer, de mettre de l'intensité et d'aller très vite. Dès que j'accélère, je le ressens tout de suite. Et donc en dehors de ça, sincèrement pas de souci. Le plus gros souci étant, je pense, mon dos et la nuque, mais c'est pas du tout lié à la course, c'est juste lié à l'inconfort de la bagnole et d'avoir dormi en travers. Mais zéro pépin physique, et forcément je suis obligé d'y penser à ce moment-là, de me dire mais rappelle-toi il y a 5-6 ans, 7 ans, quand tu faisais ton premier Eco Trail, que
au bout de 40 km, mais tu pleurais de douleur, que tu n'arrivais plus à avancer, que tes jambes étaient sèches, qu'à l'arrivée tu bougeais plus, etc. Et là, tu l'as déjà fait une fois, tu es en train de le refaire une deuxième et tu vas mettre 3 ou 4 heures à ton temps d'il y a 5-6 ans, quoi. Donc c'est comme à chaque fois, se rendre compte, même si je sais un peu, que mon physique, je me le suis développé, et que, mais c'est super plaisant, quoi. C'est super plaisant. Donc là, tu n'as pas eu de coup de mou sur la durée, tu as été en gestion à peu près constante? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai principalement couru donc, avec des potes, mais principalement avec Cédric, qui en fait s'occupe de l'Endurance Shop de Vincennes, qui est juste à côté, qui est le magasin où moi je me fournis en compote dont on ne dit pas le nom, etc. Donc, c'est un mec, je lui lâche mon PEL à peu près tous les mois, tu vois. Et donc non, on est assez potes, et donc là c'était cool de pouvoir courir ensemble. On a fait je pense 40 ou 50 bornes ensemble, et donc j'étais pas en sur-régime ou quoi que ce soit. On s'attendait que lui il a eu des crampes, moi j'attendais au ravito, je prenais mon temps, et donc aucune difficulté. J'étais peut-être un petit peu dans mon monde de temps en temps, parce que voilà, t'as quand même un peu de fatigue d'avoir fait une nuit blanche et d'avoir déjà fait 80 km, mais pas de souci. Et j'ai juste en fait vers le kilomètre 50, il y a un moment où j'ai fait ok, bon, tu connais par cœur la fin. D'habitude, ce qui se passe, c'est que j'accélère après Meudon très progressivement jusqu'à Chaville, et à partir de Chaville, c'est le sprint final, il reste 20 bornes. Et donc là, j'ai reproduit en fait le schéma que je connais. Je suis arrivé à Meudon, pleine forme, pas de souci. Donc j'ai gentiment accéléré jusqu'à Chaville, et à Chaville, j'ai accéléré fort. Et je crois qu'on me l'a dit, mais j'ai un doute sur les classements. Je crois que j'étais 130e, un truc comme ça, 120, 130. Et j'avale la moitié, 60 personnes, 60 personnes sur la fin. Et c'est un truc qui là me rappelle que ok, c'est bon, là je redeviens casquette verte, je redeviens celui qui aime bien un peu avancer la compétition, doubler, etc., aller chercher des gens devant. Et toi, c'est tous ces gens qui m'ont doublé avant en me disant parfois ça y est, je double casquette verte, ou tu sais, les mecs qui te prennent un selfie genre putain, ça arrivera pas souvent, et te le font à ce moment là. C'est amusant. Et pouvoir les rebouffer quand même sur la fin, c'est redire bon, voilà, calmos quand même les enfants, hein, je vous ai laissé gagner le match de ping-pong, là, les 2-3 balles d'échange, mais maintenant c'est le réel, c'est le money time, et on va chercher. Donc là, ouais, et ça fait du bien de se voir courir, de voir qu'on est encore capable de courir après 130-140 bornes, et qu'on accélère, et aller chercher un petit peu au fond de soi-même. Et et je me suis retrouvé, alors que je pensais les marcher tranquillement, les petites marches de la Tour Eiffel, je me suis retrouvé à aller monter le plus rapidement possible, à essayer de me donner un peu, quoi. Donc c'est dingue ce truc, ça revient à chaque fois. Je n'arrive pas à m'empêcher de vouloir quand même me foutre un peu dedans, et d'aller chercher un petit peu, pas au bout de moi-même, mais de me pousser à chaque fois. Et genre même quand je ne veux pas le faire, ça revient tout seul. Donc je sais pas comment éviter ça. Bah ouais, peut-être qu'il faut pas éviter. Parce que Mimi a envie de squatter le podcast, ou elle cherche des croquettes, ou... Non, je pense qu'en fait, donc là en fait, je sais pas si on l'entend sur le micro, mais donc Mimi fait des appels, et je pense que laisse-moi 20 secondes, je sais ce qu'elle veut. Petite coupure, Mimi. Non, elle va se coucher tranquille, c'est bon, elle a compris le truc. Allez, hop, moi je vais dodo, hein. Là, les deux débiles qui partent dans leur micro, ils me dérangent. Mimi est posée. Et hop là. Tu sais, c'est comme à chaque fois, et j'y ai pensé à l'aller, j'y ai pensé au retour, de me dire bon qu'est-ce que tu vas avoir à lui raconter. Et au final, peu importe, quand tu cours pendant 7-8 heures 2 fois, il se passe forcément des trucs, et t'as forcément des trucs à raconter. J'ai le souvenir de Cédric, que je cours avec, il m'a fait un truc que je n'ai jamais vu au monde, c'est-à-dire qu'il y a un moment il fait aïe. Bon, j'exagère peut-être un chouïa, mais voilà, et hop, il s'arrête d'un coup, et il fait ah putain, une crampe, et je le vois, il fouille son sac, il va chercher des capsules de sel, il les avale, il tend sa jambe, ça dure 20 secondes, il tend sa jambe, il met 2 coups dans la cuisse, genre tac tac. Il fait ok, c'est bon, il est reparti. Et le mec, il a eu la crampe la plus rapide de la terre. Je n'ai jamais vu ça. C'était une crampe express, mais c'était hallucinant. C'était crampe, sel, 2 coups sur la cuisse, et il repart. Moi, une crampe, ça me dure un quart d'heure, et toute ma fin de course, elle est morte. Je baisse ma vitesse de 20 ou 30%. Hallucinant. C'est donc il se passe plein de tout petits trucs comme ça un petit peu tout le temps, et c'est pour ça qu'il faut faire. Il faut faire peut-être pas de l'ultra, mais il faut faire des trucs qui durent longtemps, parce que plus ça dure longtemps, plus il y a des probabilités qu'il se passe des trucs de fou, quoi. Et d'apprendre beaucoup. Mais je sais pas ce que j'ai appris hier avant-hier. Si, ça m'a un peu rassuré sur le fait que
ok, une distance de 100 miles, c'est quelque chose que je connais maintenant et que j'ai plus peur de cette distance. Aussi, un autre truc, c'est peut-être que l'allée, ça m'a appris que je peux simplement mettre une trace GPX et partir seul tout dans les forêts, dans les montagnes. Ça, c'est quelque chose d'envisageable pour plus tard. Sinon, je suis pas rassuré par rapport au fait que j'ai le mute dans un mois à Madère et je me trouve léger dans le dénivelé. Donc là, voilà, ça me fait un rappel que il faut c'est peut-être. tes prochains chantiers là, les prochaines semaines. Demain, j'ai donné rendez-vous à Loïc à Montmartre et on va aller se faire on va essayer de bouffer un peu de dénive, un peu de cassant parce que je me sens pas au meilleur de la forme que j'ai pu avoir ou que j'aimerais avoir sur Madère. J'avais une petite vanne sur le mute, j'allais dire on va passer en mode mute, mais tu auras quand même le droit de parler. Mais tu as devancé ce sujet-là. Juste pour finir sur la course, quand tu arrives, là, t'es content que ça se termine ? Tu te dis quoi ? Est-ce que c'est de manière générale, quand tu as un 100 miles dans les pattes, t'aurais pas fait 1 kilomètre de plus ou tu as envie d'aller te reposer et de faire autre chose ? Ça dépend. Forcément, ça dépend, ça dépasse. Parfois, ça a envie de dépasser, parfois, ça n'a pas envie de dépasser. Le plus souvent, je suis content que ça s'arrête parce qu'en fait, le problème, c'est que quand je suis content de mes courses, quand j'arrive à me donner sur les 20-30 derniers, à réaccélérer sur les 20-30 derniers kilomètres, et quand j'accélère sur les 20-30 derniers, je me donne et donc j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que cet effort. Après, tu me laisses 10 minutes de repos et tu me dis faut repartir, pas de problème. Là, non, en fait, j'avais fait ce que j'avais envie de faire. J'avais fait mon petit aller-retour, je suis arrivé. J'avais juste envie de voir mes potes, de savoir ce qui s'était passé pour les autres dans les autres courses, de savoir ce qui s'est passé devant, de débriefer et tiens, on refait le match. Le fait de ne pas avoir eu à jouer le classement ou quoi, ça te permet de t'intéresser réellement à ce que les autres ont pu faire de leur côté, à quelles expériences ils ont vécues. Moi, j'avais aussi bien mes potes qui étaient sur la même course que moi, que les gens que je connais qui étaient sur le 45, que je voulais savoir ce qui s'était passé tout devant sur le 80, le féminin côté Katie, je voulais savoir comment ça s'était passé. Plus j'avais l'aspect où la personne qui faisait l'assistance de Katie, j'avais aussi son retour de l'intérieur. Donc j'avais 10 000 histoires où j'avais envie, où j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé. Et donc j'avais envie que ça se finisse pour pouvoir connaître ces histoires-là, quoi. Mais pour moi, c'est assez atroce, mais c'est comme si c'était déjà fait avant, quoi, en fait, l'aller-retour. D'un côté, c'est pas cool de se dire ça parce que ça enlève de l'inattendu, malgré je sais que ça aurait pu mal se passer, mais d'une certaine manière, quand t'en as fait beaucoup, tu sais que bon, de toute façon, c'est bon, je peux faire l'aller-retour, quoi, peu importe. Donc non, ouais, quand ça s'est terminé, content de l'avoir fait. C'est pas un truc incroyable. Ça a été fait. Quand même, il faut pas minimiser. T'en as fait d'autres, mais en tout cas, voilà, ça reste un 100 miles. Je sais plus, en fait. Je sais plus. Et je n'arrive plus à me rendre compte. Je pense que j'ai plus le curseur au bon endroit sur ce qui est normal, pas normal. Et ça me paraît pas totalement fou parce que je me dis juste, bon, t'es parti de chez toi vendredi soir, t'es allé à Saint-Quentin-les-Vignes, t'es rentré le samedi soir, tu dormais dans ton lit. T'as vraiment couru 160 km? Je sais pas tellement, tu vois. Au final, la course, elle s'est pas précisément passée comme on l'avait imaginé. On en avait discuté, donc on s'était parlé du fait que t'allais te perdre après Chaville, qu'il allait commencer à pleuvoir. Ouais. On a parlé de neige, on a parlé de la montgolfière qui allait arriver aussi pour encourager Katie, etc. au ravito de Saint-Cloud. C'est vrai. Donc de tout ça, il s'est passé la pluie. Il y a eu de la pluie. Moi, la première nuit, la seule nuit, j'ai eu de 1h30, 2 heures de flotte. Ce qui était bien, qui mettait dans l'ambiance. Et l'aller, pour moi, était vachement plus glissant que le retour. C'est dingue, mais en fait, vu qu'il avait plu, il y avait une petite couche de, je pense, un demi-centimètre de liquide qui permettait que tout était glissant. Alors qu'au retour, tu as eu 2000 sangliers du 45 km, dont toi, qui ont retourné le terrain. Et pourtant, c'était pas si glissant que ça, quoi. Donc non, mais dans les prévisions, je pense qu'à 3-4 minutes près, je suis bon sur le temps de Katie. C'est ce que j'allais dire. Là, sur l'instant Winamax, tu as été très très bon là, parce que Katie, tu nous as annoncé 6-18, ouais. Elle a fait 6-23 pile. 6-23, ouais. Mais c'est parce que j'ai donné le temps en bas de la tour Eiffel, et je crois qu'elle a monté la tour en 6 minutes, donc ça doit être à peu près ça. Mais donc tu peux me donner le tirage du loto, puisque visiblement le tirage du loto de la semaine prochaine. Vous pourrez vérifier, mais donc c'est le 7, le 11, le 25, le 43 et en complémentaire le 44. C'est noté, je vais aller jouer ça tout de suite.
J'ai mon buraliste à proximité. Un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, buraliste. Buraliste, je sais pas comment on dit au Québec, il y avait un nom pour ça. Ah merde, c'était des dépanneurs qui vendaient des clopes, mais un bureautier, on pourrait dire un bureautier. C'est dans le Père Noël est une ordure. Le buralier, je crois, elle dit. Un bureaulier Ouais. Puisqu'on parlait de ça dépend, ça dépasse, c'est la même on a que passage. des rêves de boomer depuis tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Entre le Père Noël et une ordure, 2-3 citations des inconnus, les gens les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Là, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas les rêves, quoi. Pour la suite de la saison, donc là on a dit le Mute qui approche à grands pas. Ensuite il y a une autre réjouissance qui est connue qui est un 10 km avec un club de foot qui était cher. Ouais, en juillet, mais avant il y a d'autres choses. Avant, je vais me refaire je vais faire le One and One, justement de Germain Grangier et de Katie Scheil, où c'est une course à deux en couple de coureurs, avec, je crois que c'est dans mon souvenir, il y a un marathon avec 2000-2300 un peu caillouteux le premier jour, plus le soir un Beer Miles qui est vraiment, là je me focus réellement sur cette épreuve, et le lendemain pareil une grosse sortie avec on dort à l'extérieur. Ça début mai, Beaufort-Annecy avec Loïc, où on va faire de Beaufort à Annecy en courant en mode sans assistance, etc., comme on avait pu faire avec Chamonix l'année dernière. Où là ça va être encore une belle aventure, je pense, parce que Loïc est un taré de la trace, et que là il m'a sorti une trace, je crois que la dernière qu'il m'a envoyée elle faisait 125 ou 130 km, il y avait 13 ou 14 000 de dénivelé. Je fais ok, ça, mai, juin Ultra 01, juillet la course We Run Paris du Paris Saint-Germain début juillet, qui me fait peur quand même, parce que 10 km, aïe, c'est pas ma distance. Attention au dénivelé en plus. Je crois que les bâtons sont pas autorisés en plus. Putain, il y avait des mecs avec des bâtons sur les côtes. Oh là là, attends, ça, je m'arrête là, mais il y avait un mec, bon lui, il y a toujours un mec avec qui je m'embrouille dans une course. Bon, déjà le mec il a des bâtons. J'avais la sensation que ce mec là, ça le faisait chier d'être attrapé par un mec qui avait à ce moment là 130 bandes dans les jambes, à la sortie de Meudon. Non, à la sortie de Ravito de Chaville. Et 3, le mec à Chaville, il a fait un truc, ça m'énerve ces gens-là. Il a pris une grosse poignée, tu vois, de fromage, et en fait il en avait trop pris pour lui, donc il en bouffe un ou deux et il balance tout dans la nature, quoi. Et en disant c'est biodégradable, ouais mais mec, enfin le gâchis, 1, 2, les gens qui sont derrière toi ils vont pas en avoir, 3, imagine t'as tout le monde qui fait ça, on termine avec une montagne, le Mont Gruyère, le fameux Mont Gruyère. Donc non, écoute, ça ce qu'on désolé pour les auditeurs, mais ce qu'on appelle un gros con, déjà voilà, bon, les bâtons sur les co-trails, c'est non, sauf si vous êtes un randonneur, votre défi est d'aller au bout et que vous n'avez pas le physique pour pouvoir courir. Dans ce cas-là, oui, pour se donner un rythme, c'est possible, c'est très bien. Mais le mec, il doit faire top 70 et il prend des bâtons. Scandale. Bon, bref, c'était le gros con du jour. Juillet, UT4M. Fin août, début septembre, UTMB. Début octobre, la renarde de l'UTMJ dans le Jura. Mi-octobre, la Diagonale des Fous. Début novembre, le Coulanamène. Et décembre, je sais pas encore. Décembre, j'aimerais bien Cape Town, mais je pense que j'ai pas assez de congés pour. Lyon-Saint-Élion ou Saint-Élion tout court, mais je pense plutôt Lyon-Saint-Élion si j'ai pas assez de congés pour faire Cape Town. Voir autre chose, sachant que je dois aussi retourner à la mer depuis Paris, parce qu'avec Loïc se off, on n'a pas pu aller au bout. Le Paris-Plage, l'opération Paris-Plage, on n'a pas pu aller au bout la première fois, donc peut-être qu'elle est ça en décembre. Peut-être un retour aussi de l'Ultra Trail Montmartre si je me chauffe fin décembre pour refaire les 271 allers-retours dans les escaliers. Donc, ça fait quoi? C'est 10 000 ans de plus, c'est ça? C'est l'équivalent 11 650 mètres de dénivelé positif et 11 650 mètres de dénivelé négatif dans l'escalier le plus passant d'Europe, 2 jours après Noël, le 27 décembre. Une belle aventure pour ceux qui aiment souffrir et pour ceux qui aiment les paysages et les touristes japonais. Alex, comme le veut la tradition, dans Course Épique, un épisode se termine toujours avec le moto de la fin. Donc là, je vais te faire un exercice un peu particulier. Ça va être une figure imposée. Je vais te faire le début du moto. Il va falloir que tu fasses une rime en our. Voilà, je te propose donc de se dire quand tout se passe bien sur un aller-retour, alors... Quand tout se passe bien sur un aller-retour... Quand tout se passe bien sur un aller-retour, alors...
Et en fait, dans la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a donné une liste de mots pour il y t'aider. a des trucs en our, mais il y a des trucs totalement improbables. Genre parce que je pourrais parler de... Ouais, il y a Ouïghour, Mercantour, il y a Kippour. Quand tout se passe bien sur un aller-retour, tu peux fêter Kippour, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand tout se passe bien sur un aller-retour, alors pas besoin de faire demi-tour, celui-là j'aime bien. Non, mais en fait, les mots en our, c'est pas les meilleures rimes, quoi. C'est genre... Sourd, qu'est-ce que c'est que ce mot? K-S-O-U-R. Aucune idée. Aucune idée. C'est pas très facile. Quand tout se passe bien sur un aller-retour, alors... c'est très dur. Alors tu rentres en chantonnant tel un troubadour? Non, ça va être plutôt l'idée de alors pourquoi se dire qu'il faudrait qu'on le refasse un jour? Ça serait plutôt un truc comme ça, tu vois. On se dit que ça valait le détour. On se dit que ça valait le détour. On dirait que... c'est impossible. C'est hyper dur. Les rimes en our. Au début, je cherchais même une rime en A comme Eco Trail et là, ça devient carrément impossible. Les rimes en A, c'est fini. Les rimes en eutre pour la version Cyrano de Bergerac. Mais... on prend ton moto de la fin. C'était pas facile comme exercice. On est dimanche, je te l'ai dit. C'est quoi le reste de ton programme là? Est-ce que tu vas suivre les championnats de trail, les longs? Aujourd'hui, le dimanche, c'est les longs. Est-ce que tu as prévu d'aller jeter un petit coup d'œil à PSG Rennes? Ce soir, regarder les enquêtes de Murdoch entre 2 sessions de Twitch pour faire ton compte rendu. Il y a le replay de Top Chef déjà, qu'on a loupé cette semaine. Il y a ça. PSG Rennes, on a rendu les places parce qu'on se sentait pas. En un mois, je suis jamais autant allé au Parc des Princes de toute ma vie. Donc non, ça sera pas ça. Bien manger aujourd'hui, se reposer, prendre le temps aussi parce que ça a été un peu en speed. Il y a ce problème où j'en ai déjà parlé, je crois qu'on avait parlé qu'on avait fait les 3 heures d'enregistrement. Quand tu prépares les courses, maintenant pour moi c'est plus difficile l'avant-course et l'après, la gestion de tout, de mon portable avec les notifs dans tous les sens, de toute la préparation, de tout ce que tu es obligé de mettre de côté, de faire vite, etc. De récupérer le retard de toutes les petites charges de la vie classique. Donc ça, peut-être aussi lire les messages que j'ai reçus parce qu'il y a peut-être 2-3 trucs, essayer de recevoir des messages là des photos. Sur une course comme ça, t'as combien de messages? C'est un délire. C'est des centaines, des milliers? C'est entre les deux plusieurs centaines et en cumulé on doit arriver à des milliers, mais donc essayer de choper, de catch-up les trucs les plus pertinents, les plus intéressants, de voir les gros messages, voir aussi les critiques forcément qui ont dû pleuvoir sur les internets. Et essayer de récupérer 2-3 photos parce que ça fait toujours les bons souvenirs. Donc non, ça va être à base de ça. Et déjà, tu vois, là ce matin, j'ai déjà Loïc qui me fait ouais, demain soir Montmartre pour l'interrogation. Je fais ouais, bien sûr. Banco. Et donc déjà prévoir demain. Et c'est ce truc. Moi, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde quand on me pose la question. Mais comment tu fais pour pas être lassé, pour pas tomber dans l'ultra blues du lendemain d'ultra? En fait, c'est de toujours avoir un dossard d'avance. Et moi, des dossards d'avance, j'en ai 10 généralement. Donc en fait, t'es dans la projection voilà, tout de suite. Toujours être projeté sur ailleurs. Et donc hop. Ce livre-là, il se ferme. Il y en a déjà un autre qui est déjà préouvert et il y en a déjà 3. Voilà, c'est comme les professeurs là, tu sais, tu corriges les cahiers des élèves où tu as déjà les 12 cahiers qui ont été ouverts à la bonne page et qui sont les uns posés au-dessus des autres et qui corrigent mécaniquement. Moi, la course à pied, c'est un peu devenu ce truc-là où en fait chaque course, la page est déjà ouverte, j'arrive et mécaniquement je reproduis ce que je sais faire. Je mets un petit commentaire personnalisé sur chaque course, sur chaque cahier et hop, je ferme le cahier. Arthur. Oui, bon, passable cette fois-ci. Et après, je passe au premier truc. Elodie, fantastique. Vraiment, Elodie, je te vois un grand avenir. Mais donc, non, c'est vraiment ce truc-là et cette sensation de toujours avoir quelque chose devant. Et voilà, la question, c'est à quel moment j'arriverai au dernier cahier et est-ce qu'il y aura autre chose après et tout. Donc, il y aura d'autres types de cahiers. Ils seront bien remplis aussi. Ouais, je pense qu'il y aura autre chose, mais ouais, le fait de toujours avoir un truc, là, de déjà penser au mute, de déjà commencer à penser à d'autres trucs, de me dire qu'il va falloir que je refasse à mort du dénivelé pour pouvoir arriver, me sentir autant en forme et profiter autant de mon corps comme j'ai pu en profiter au moment de l'UTMB quand c'était croisé l'année dernière. J'aimerais bien réussir à
reproduire cette recette qui m'avait permis d'arriver dans cette appréciation de mon corps à ce moment-là, quoi. Donc voilà, il faut que je retrouve les ingrédients, que je retrouve la bonne recette pour pouvoir arriver fin août à ce truc-là, quoi. Merci beaucoup, Alex. C'était un super moment, comme toujours. Merci à toi, mais par contre, toi, tu n'as pas raconté ta course à toi. Parce que tu n'as pas parlé du fait que tu as fait le 45 km de l'Ecotrail. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il fait 45. Il fait un peu plus, 45,7 je crois, ou 5. Ok, alors quand c'est dans une virgule, on dit pas un peu plus. Ouais. Et on arrondit en dessous. Et non, écoute, ça s'est pas trop mal passé à mon tout petit niveau. Moi, je prépare le marathon des sables. Donc voilà, j'étais un peu lesté. C'était un peu l'idée aussi d'avoir un petit sac. T'avais lesté exprès ton sac ? Ouais, un petit peu. Ouais. Des choses énorme, pas utiles ? 3 kilos. Ouais, j'avais, 12 t-shirts de course, Sérieux ? des bouteilles, etc. Ouais, derrière. Ah, c'est drôle. Pour pas que ce soit un poids trop qui tombe sur le bas du sac, etc., dans le bas du dos. L'idée, c'est plutôt de faire un truc un peu compact et de reproduire aussi le volume, pas seulement le poids, mais d'avoir un truc un peu bombé. Donc voilà, ça a mis un peu de piment à ma course, très léger, hein, mais à mon niveau, ça joue pas énormément. Mais voilà, du plaisir. Voilà, je cogite toujours beaucoup trop sur les courses, je calcule, tu vois, j'arrête pas de me dire, ok, si j'arrête là, mais que je finis en marchant, en marchant 4 km/h, je suis sûr de finir avant la barrière. Enfin, tu vois, je fais ces calculs-là à peu près tout le temps et je baisse la garde sur les 3 derniers kilomètres. Donc voilà, c'est un truc que je dois travailler parce que je profite pas suffisamment du pendant. Mais tu connaissais les 10 derniers kilomètres, les fameux... Ouais, j'avais fait le 30 déjà, ouais. Donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs de savoir. Je pense que si. Je pense que si tu le sais pas et si t'as pas anticipé que t'as 10 km de plat à la fin de cet éco-trail, ça peut être dramatique, hein. Moi, le nombre de mecs que j'ai rattrapé qui étaient en train de caler hier sur les 10 derniers, alors que ça aurait été des 10 derniers kilomètres plus en mode parc de Saint-Cloud, ça serait passé pour eux. Là, tu sentais que ça calait parce que c'était du plat et parce que c'était monotone, etc., quoi. Alors que justement, il faut avoir anticipé pour le bouffer le plus rapidement possible, quoi. Donc voilà, en tout cas très positif, C'était très sympa. Et puis la petite arrivée, on a pu se croiser au premier étage de la Tour Eiffel avec le podium, tout ça. Donc c'était une belle façon de boucler cette belle boucle Ecotrail que je remercie d'ailleurs. Voilà, on a pu faire des belles choses avec eux cette année et notamment cet échange-là. Donc, et l'année prochaine, tu fais le 80, non ? À voir, confirmé. Je me prononce pas. Je crois que c'est un peu une technique parce que chaque personne qui finit une course élite, on lui dit alors est-ce que vous revenez l'année prochaine ? Et il essaie de voter en touche, donc je vais faire à peu près la même technique. Alors Guillaume, est-ce que vous revenez l'année prochaine ? Je devais faire le 80 mai, mais Laurence Klein qui me coach pour le marathon des sables m'a dit va sur le 45, c'est plus prudent. Voilà. Sachant que là, le marathon des sables, c'est dans un mois, 21 avril. T'as 4 semaines ? Oui, ça aurait été con de se blesser. Mais ouais. J'ai le marathon de Paris dans 2 semaines où je vais y aller. On va se croiser encore. C'est pas possible qu'on passe notre vie ensemble. Je connais 2 qui doivent être un peu jalouses, mais c'est pas possible, quoi. Donc, ok. Belle réjouissance en vue, en tout cas, ravi à l'idée de te recroiser. Est-ce qu'on se le mange, ce financier framboise ? Enfin, c'est les tiens, moi je vais te les laisser. Mais je suis chaud pour les attaquer. On va reprendre du café parce que là, la nuit a quand même si elle a été assez longue, elle n'a pas été assez longue. Donc un peu de café, c'est parti pour les financiers framboises, puis après ceux qui ont l'air au chocolat, puis les cocos en dernier, en last time. Pour pouvoir après attaquer les pains au chocolat, les croissants, puis ce midi je pense que j'ai mangé 4 ou 5 fois aujourd'hui, sachant que j'ai déjà bouffé une ficelle garnie au lardon et des dinosaures au petit-déj. Ouais, c'était début de la journée. Hier soir, on a bouffé hot dog, frites, X bières et ici je me suis avalé la moitié de saucisson. Et là je sais que toute la semaine ça va être insupportable, ça va être mon estomac qui va crier famine, qui va dire mange tout le temps, exactement comme Mimi là, qui tape son très meilleur sommeil là, qui tape son meilleur sommeil maintenant qu'on lui a ouvert sa petite porte, sa petite planque. Merci beaucoup Alex, bon dimanche, comme on dit bon dimanche aux applaudissements. Et bon dimanche aux applaudissements et vivement dimanche. Encore en bon boomer qu'on est, on finit avec cette c'est terrible. Boomer, c'est horrible. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.